Bonjour à tous. C'est un immense plaisir d'être parmi vous et de participer à cette journée. Et c'est aussi un grand privilège et un grand honneur d'être aujourd'hui avec vous. Mes sincères remerciements, bien sûr, aux organisateurs. Je vais vous parler de changements globaux, c'est-à-dire bien sûr du changement climatique, mais aussi de l'érosion de la biodiversité et de son impact sur le milieu marin. Alors, on a l'habitude de vous présenter l'immensité des océans qui couvrent les 3/4 de notre globe. Et ici, je vous présente une coupe transversale de notre planète. Et ce qu'on voit, c'est la fragilité. Parce qu'en réalité, c'est cette mince pellicule, c'est la biosphère. Hein. La biosphère, c'est ce qui couvre, c'est ce qui contient tout le vivant, animal, végétal. Et cette biosphère, en réalité, elle fait entre 50 et 70 km d'épaisseur. Ça entoure toute la Terre. Et jusqu'à preuve du contraire, dans l'univers, c'est le seul composante qui contient le vivant. Donc ça illustre bien, je pense, cette fragilité de ce monde qui est aujourd'hui en pleine transformation. On a de nombreuses pressions sur les océans. Alors souvent on a une vision romantique, ce qui est bien, hein, des océans, mais il y a beaucoup, vous le voyez bien, même c'est illustré dans le port de Valence, de très nombreuses activités. Alors ça, on le voit bien en milieu terrestre, c'est moins flagrant, je dirais, en milieu marin. On a les éoliennes, on a l'énergie renouvelable, on a l'extraction minière, on a les pêches, on a la navigation et le fret. Juste un chiffre pour illustrer cette intensité sur les océans. Chaque année, le fret, c'est 12 milliards de tonnes. C'est 90% des biens qu'on consomme qui transitent par les océans. Alors, les scientifiques se sont interrogés sur qui sont les grands acteurs, hein, de cette activité économique sur les océans. Et ce qu'ils ont montré, c'est qu'il y a une concentration extrêmement forte de l'économie océanique. En réalité, il existe une centaine d'entreprises multinationales qui capturent 60% des revenus des océans. Donc ça, c'est illustré. Vous voyez, il y a les différents secteurs d'activité et les niveaux de concentration. Par exemple, le tourisme, c'est concentré à 93% et ça fait quand même un chiffre d'affaires de 47 milliards d'euros. Donc, la première chose que je voudrais dire, c'est qu'il y a une grande concentration de cette économie. Et ce qui veut dire que si on veut des transitions écologiques, économiques et sociales dans notre océan, il faudra compter sur ces grands groupes. Alors, on a bien sûr de nombreux impacts. Vous le lisez dans les journaux. Les océans sont plus chauds. Hein. La Méditerranée, cette année, a, dans certains endroits, pris 5 degrés au niveau d'un océan. C'est absolument gigantesque. Ils sont plus acides, et ils sont pollués et surexploités. Alors, je voudrais donc... cette transformation des océans, elle est illustrée par de nombreuses courbes. Vous voyez, par exemple, ces tendances qui apparaissent, je dirais, dans tous les océans mondiaux avec plus ou moins d'intensité. Mais en réalité, ce n'est plus des variations de température d'une année sur l'autre, c'est vraiment une transformation. Et ce mot, il est clé. C'est la transformation de notre monde. Et quand j'ai regardé un petit peu je travaille avec les physiciens, ils m'ont montré cette figure du bas que vous voyez, c'est la température de la Terre depuis fort longtemps, puisque c'est depuis les dinosaures. Et du temps, vous voyez, à gauche, là, c'était du temps des dinosaures. C'était un climat vraiment très chaud, puisqu'il y avait plus 10 degrés, entre 10 et même plus, et même au-delà. Et vous voyez, au cours du temps, au cours de ces millions d'années, il y a eu des grandes fluctuations, même des grands refroidissements. Et ce qu'on observe, c'est cette période récente. Et vous voyez, ce trait jaune, là, c'est les 10-12 000 dernières années de notre existence. Et durant ces 10-12 000 dernières années, Homo sapiens, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est sédentarisé. Il s'est sédentarisé et c'est ce qui a fait l'émergence de l'agriculture et l'émergence de toutes nos économies qui ont pu être fixées, qui ont pu être sédentaires.
Et ce qu'on voit, vous voyez, ce sont les projections du GIEC. Le GIEC, vous savez, qui donne les projections pour le climat. Et ces projections, on le voit, vous voyez, suivant les différents scénarios, on voit bien qu'on va vers une transformation globale de notre environnement, de notre biosphère, et un départ en quelque sorte des 10 000 dernières années. Alors, je vais revenir aux océans, c'est mon propos. La pêche, ça occupe, vous voyez sur cette carte, vous avez toutes les activités de pêche. En réalité, on pêche absolument partout, sur toutes les latitudes, les longitudes et même à toutes les profondeurs. L'empreinte, elle est colossale, c'est plus de 200 millions de kilomètres carrés. Et ce qui est intéressant, c'est de comparer avec l'agriculture, où c'est 50 millions de kilomètres carrés. 4 fois moins, sachant que la pêche fournit seulement, entre guillemets, 10% des protéines, un peu moins de 10% des protéines mondiales. Bien sûr, c'est très important, par exemple, pour les pays du Sud, cette protéine. Alors, donc, vous voyez, ça illustre déjà un petit peu l'impact qu'on a sur les pêches. Alors, l'autre impact, c'est notre appétit. Notre appétit qui n'a pas arrêté d'être croissant pour le poisson. Vous voyez, sur cette courbe, il y a la ligne rouge qui illustre, et l'origine à droite là, qui illustre cet appétit. En réalité, dans les années 50, un habitant consommait 6 ou 7 kilos de poissons par an. Aujourd'hui, la moyenne, c'est 21 kilos. Donc, vous voyez bien que comme on est passé de quelque chose comme 3 milliards à pas loin de 8 milliards, ça met une pression absolument extraordinaire. Alors, qu'est-ce qui s'est produit? On a exploité, vous voyez, c'est la courbe du bas, le bleu, on a exploité une ressource. Alors, le poisson, la pêche, c'est bien sûr notre dernière exploitation d'une ressource sauvage à une échelle industrielle. Et on a exploité, vous voyez, les captures qui n'ont pas cessé d'augmenter depuis la Seconde Guerre mondiale, depuis les années 50, jusque dans les années 90, et on voit que là, cette courbe s'est stabilisée. Alors comme, bien sûr, il y a une demande gigantesque, ce qu'on a fait, on a développé l'aquaculture, et vous voyez, c'est ce paquet rouge qui montre la pression. Alors si... Ah, qu'est-ce que j'ai comme problème? Suivante. J'ai l'habitude d'utiliser un Mac, alors je suis désolé. Voilà. Donc, alors, les Nations Unies, tous les 2 ans, produisent un rapport. Et puis, dans ce rapport, ils évaluent toutes les ressources mondiales. Et ils évaluent ces ressources mondiales en différentes surexploitées, exploitées à un niveau maximum durable. Et voyez que depuis les années 75, cette surexploitation, due à cette pression de pêche, n'a cessé d'augmenter. Et on n'arrive pas à inverser ce paquet orange, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 43% des ressources qui sont surexploitées. Alors, surexploiter, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on descend réellement en dessous d'un niveau d'abondance de moins 80%. C'est-à-dire, là où il y avait 10 poissons, il n'en reste plus que 2. Alors, imaginez-vous la France, avec, on est 70 millions ou 60 millions, on ne serait plus que 10 millions ou 12 millions. Donc, c'est vraiment un impact extrêmement fort. Alors, cet impact, c'est la surexploitation, mais c'est aussi la disparition d'espèces. Et en Méditerranée, vous avez quelque chose comme 85-86 espèces de requins, si je me trompe. Et voyez, il y a une dizaine d'espèces là qu'on ne voit plus depuis 10, 20 ou 30 ans. Donc ce sont des disparitions d'espèces. Alors, Méditerranée, la Méditerranée, c'est le record mondial de la surexploitation. Moi, j'ai beaucoup travaillé en Afrique, en Amérique latine, dans de très nombreux pays. Et quand j'étais nommé directeur d'un centre à Sète, j'étais un peu abasourdi de voir le niveau de surexploitation de notre mer Méditerranée, où il y a plus de 80%, et ça c'est toutes les évaluations qu'ils donnent, de poissons qui sont surexploités, avec les niveaux extrêmement
extrêmement fort. Donc c'est un record, je dirais, mondial. Et ça, alors je vous ai dit, c'est bien sûr pour la pêche, c'est un problème parce que quand il n'y a plus de poissons, ben, on ne pêche pas. Ça a un impact sur la disparition d'espèces, mais ça a aussi un impact sur le fonctionnement des écosystèmes. Et la semaine dernière, j'ai un pêcheur de gros qui m'a appelé et puis qui m'a dit Monsieur Curie, comment ça se fait, on pêche des méduses. Alors moi, il faudrait que je vende je vais me lancer dans le commerce de méduses. Je lui dis oui. Je ne sais pas si c'est autorisé en Europe. En Chine, on mange, vous savez, on commercialise 500 000 tonnes de méduses, mais en Europe, c'est pas très. Alors, cette apparition de méduses, moi j'ai travaillé en Namibie. En Namibie, la surexploitation des sardines et des anchois dans les années 80 a provoqué ce qu'on appelle un changement de régime, c'est-à-dire que l'écosystème est complètement envahi de méduses. Et ça, c'est depuis les années 80. Donc ça fait une trentaine d'années où il y a 20 millions à 40 millions de tonnes de méduses qui sont installées dans l'écosystème et les poissons n'arrivent pas à revenir. Pourquoi ? Parce que les méduses mangent les larves et les œufs de poissons. Ici, c'est une photo devant les côtes libanaises. Il y a 2 ans 500 000 tonnes de méduses sur 50 km par 50 km. Et ça vient de la surexploitation des poissons. Alors, la surexploitation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a des poissons plus petits, des poissons moins abondants. Et plus petits, ça veut dire quoi ? Ça, par exemple, ça a été quantifié par les scientifiques dans l'Atlantique Nord-Ouest. Si vous mettiez un masque, puis vous regardiez dans l'océan dans les années 70, le poids moyen d'un poisson, c'était à peu près 800 grammes, 1 kilo. Aujourd'hui, le monde marin, il est en quelque sorte nanifié, c'est-à-dire que vous avez des poissons qui font moins de 200 grammes. Donc c'est aussi pour le fonctionnement une chose importante. Changement climatique, Ronan vous en a parlé. Il y a des espèces qui ne se déplacent pas, comme les posidonies, et donc qui sont, comme les milieux coralliens, qui sont directement impactés, et qui vont, on le voit, les milieux coralliens sont en train de disparaître au niveau mondial. Alors il y a ceux qui se déplacent, comme les poissons, et qui se déplacent vers les pôles. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la zone la plus impactée, ça sera la zone intertropicale. La zone intertropicale, moi j'ai beaucoup travaillé en Afrique, c'est la zone qui a besoin de cette protéine pour la sécurité alimentaire. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y aura des diminutions de capture qui vont être extrêmement importantes parce que dans la zone intertropicale, l'eau est déjà chaude, elle est encore plus chaude, donc les poissons se déplacent vers les pôles et on aura des baisses de capture. Alors, pour l'instant, les modèles, je dirais, sont en train d'être calibrés par les scientifiques, mais il y aura des baisses de plusieurs dizaines de %. Donc ça va poser des problèmes de sécurité alimentaire dans toute cette zone intertropicale. Quand on prend toutes les captures, toutes les espèces mondiales, et puis qu'on regarde sur les dernières années, sur les dernières décennies, on s'aperçoit qu'il y a une tropicalisation des captures. Alors moi j'ai un collègue, c'est Daniel Poli, il a pris toutes les captures mondiales de tous les pays, toutes les espèces, et puis il a affecté à chaque espèce une température. Alors, une température, pourquoi ? Parce que les espèces ont des habitats préférentiels. Alors, une morue, par exemple, ça vit plutôt entre 5 et 10 degrés, un barracuda plutôt au-dessus de 20 à 25 degrés. Il a pondéré finalement toutes ces captures mondiales et il s'est aperçu, donc c'est des données assez rudimentaires, mais même avec ces données rudimentaires, on voit qu'il y a une tropicalisation des captures mondiales. Donc c'est une chose que l'on voit dans ces données. En Méditerranée, c'est encore plus évident. C'est encore plus évident. Vous savez, il y a beaucoup d'espèces invasives. Il y a, j'ai plus 212 espèces, je crois bien, qui sont invasives en Méditerranée. Et vous avez ces espèces comme des tétraodons ou des poissons-lions ou même des balistes qui commencent à proliférer avec ces augmentations de température. Alors, une chose importante dans les discours, c'est qu'on vous dit, oui, il y a des gens qui vous disent, oui, le changement climatique, mais bien sûr, il y aura des gagnants et il y aura des perdants. Alors, ce qui était important, c'est de se demander,
est-ce que ça va être un jeu à somme nulle? Et ce n'est pas du tout un jeu à somme nulle. C'est-à-dire que, bien sûr, il y aura des gagnants et des perdants. On l'a vu, les perdants, c'est ceux qui sont dans la zone intertropicale. Mais on a fait, et ça c'est dans mon laboratoire et un laboratoire aussi en Espagne, beaucoup de modélisations qui ont été publiées d'ailleurs par l'IPBES. Et un des résultats extrêmement importants, c'est de montrer que ce jeu à somme négative au niveau mondial va être de l'ordre, les captures mondiales vont chuter de l'ordre de, alors ça c'est des chiffres, je dirais, très préliminaires, 20-25%. Alors, que faire? L'idée, c'est quand même de replacer les systèmes de production dans les écosystèmes. Alors, vous connaissez l'agroécologie, même en santé aujourd'hui, on replace la santé dans l'écosystème, c'est-à-dire il y a l'Eco-Health, par exemple, on l'a vu avec le virus Covid, de replacer, de voir un peu tout le contexte. Donc, réconcilier, je dirais, exploitation et conservation des espèces dans un contexte de changement climatique, c'est une idée qui a émergé déjà il y a une vingtaine d'années, et c'était une chose importante. Alors, ça veut dire quoi, par exemple, quand vous exploitez une sardine ou un anchois, c'est bon, assurer le renouvellement de cette espèce, mais c'est aussi de se dire qu'il y a beaucoup d'animaux qui mangent les sardines et les anchois qui sont dans l'écosystème. Il y a les oiseaux marins, il y a les mammifères marins, et c'est en prendre compte. Donc les chercheurs ont essayé de quantifier cela et d'injecter ça dans la gouvernance des océans. Alors une chose importante aujourd'hui, ce sont les objectifs du développement durable. C'est au niveau des Nations Unies, il y a ces 17 objectifs qui définissent finalement un monde plus équitable, plus démocratique, et qui définissent, alors bien évidemment, on a l'objectif, vous voyez, il y a différents objectifs sur la pauvreté, la faim dans le monde, les inégalités, et l'objectif, par exemple 14, qui est sur le monde marin. Donc, c'est finalement définir un cadre, une boussole. Et ça, au niveau, moi j'ai travaillé pendant 6 ans au niveau de Bruxelles. Aujourd'hui, au niveau européen et dans les nouveaux programmes cadres, c'est vraiment la boussole de notre démocratie, de prendre en compte finalement toutes les composantes de ce développement durable. Alors, ce qui a été dit, c'est qu'il fallait bien sûr des océans sains avec des poissons, mais aussi il faut assurer l'emploi, il faut éviter les inégalités, il faut assurer la sécurité alimentaire, etc. Donc ça, c'était vraiment important. Autre élément important, c'est les niveaux de protection. On a affiché au niveau international 30% d'aires marines protégées à 2030. Vous le voyez bien, le contexte de l'érosion de la biodiversité, il est clé. On aura besoin d'aires marines protégées. Pour l'instant, il y a des aires marines protégées, mais vous voyez, au niveau mondial, les protections partielles et intégrales, c'est encore des chiffres assez faibles. Et on voit bien, quand on a des niveaux extrêmement, je dirais, forts de protection, alors là, on tombe à presque rien. Par exemple, en Méditerranée, c'est protection intégrale, c'est 0,04% de la Méditerranée. Donc ça veut dire que finalement, il n'y a pas vraiment de protection. On a publié récemment un guide qui permet de rendre accessible, et puis un guide pour que toutes les activités qu'on ait en mer définissent finalement qu'est-ce qu'on a le droit de faire dans les aires marines protégées. Alors vous voyez, il y a différents pleinement protégés, hautement protégés, faiblement protégés et protection minimale. Et donc on a défini des cadres qui permettent de dire, ben voilà, si on dit on protège vraiment, fully protected, c'est-à-dire pleinement protégé, on n'aura pas le droit, par exemple, de pêcher, on n'aura pas le droit de faire l'extraction minière, etc. C'est extrêmement important parce que, par exemple, en France, on a souvent tendance à s'arranger avec les définitions de ces niveaux de protection. Alors, pour terminer, je crois qu'il va falloir, j'espère que je vous ai convaincu, mais c'était vraiment très bref, je
soutenir la place de ces objectifs du développement durable et de l'agenda 2030. Bien sûr, il faudra, au niveau personnel, je dirais, consommer du poisson durable. Il y a le problème des subventions aussi dans la pêche, et des subventions notamment aux énergies fossiles. Aujourd'hui, il y a 35 milliards de dollars, de subventions aux pêches, et utiliser ces subventions pour les transitions écologiques, économiques et sociales. C'est l'année 2022, c'est l'année des pêches artisanales, l'année internationale des pêches artisanales. Pourquoi? Parce que les Nations Unies aussi veulent mettre en avant, je dirais, des modes de pêche qui réconcilient pas mal de ces objectifs du développement durable, que ça soit la protection de la biodiversité, donc des engins de pêche plus sélectifs, plus économes en énergie fossile, créatrices d'emplois, et on le voit bien dans les pêches artisanales, il y a beaucoup d'emplois féminins. Faire aussi ce que l'on a promis de faire et qu'on ne fait pas. On a promis 30% d'AMP avec 10% de protection intégrale avec les définitions qu'on a données. Juste pour terminer, pourquoi notre faible réactivité face à ces bouleversements et ces transformations qui vont nous affecter énormément? Alors là, j'ai listé, il y en a certainement d'autres, ces raisons. Il y a l'inertie, l'intérêt économique, social et politique, il y a le pouvoir et le lobby industriel financier. J'ai aussi essayé de voir le cynisme, il y a des gagnants et des perdants, et on voit bien que là, le monde dans son intégralité sera perdante. Les changements qui apparaissent lents à l'échelle humaine, on a eu cet été, on a compris ce que pouvaient être les effets du changement climatique. La perte de mémoire, ça c'est un concept extrêmement intéressant qui est repris aujourd'hui. C'est Daniel Pauly qui avait émis ça en 1995. C'est que d'une génération à l'autre, finalement, on s'habitue à la dégradation de notre environnement et on perd cette mémoire. Moi, j'étais en 1980 au Sénégal, par exemple, et j'ai vu des captures de poissons, mais une productivité des océans que aujourd'hui, les jeunes Sénégalais ne peuvent pas considérer, puisque il y avait des piles de gros poissons qui étaient débarqués sur la plage. C'était absolument hallucinant, cette productivité des océans. Et ça, les jeunes Sénégalais ne peuvent plus le voir. Notre cerveau d'Homo sapiens, ça c'est une chose importante, c'est que notre cerveau d'Homo sapiens, ça a été des études publiées dans Science sur le cognitif. Notre cerveau, il surreprésente le présent, il tient compte un peu du passé, et le futur, il n'en tient pas compte. Parce qu'Homo sapiens, finalement, il fallait qu'il assure, je dirais, sa survie au quotidien. Et c'est, je dirais, dans notre cerveau, c'est peut-être le plus grand enjeu. C'est de prendre en compte le futur, parce qu'on ne l'a jamais fait. On l'a jamais fait. Et ça, l'IPCC, c'est comme le GIEC, c'est quand même une chose extraordinaire. C'est-à-dire qu'on sait, on sait à peu près pour la première fois, ce qui va se passer dans 20, 30 ou 40 ans, au point de vue climatique. Une chose sur laquelle j'ai expérimenté, parce que j'ai fait pas mal d'auditions, le manque de culture scientifique et environnementale des élites et de nos politiques. Et puis j'ai mis l'insoutenable légèreté de l'être. Alors, on me demande toujours, est-ce que vous êtes pessimiste ou optimiste? Je pense que ça, c'est pas... Vous savez, je fais pas mal de choses sur les émissions radio, et je pense que ça, c'est pas une chose intéressante. Ce qu'il faut se dire... Alors là, je pense que Guillaume d'Orange, 1568, a la bonne réponse. Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Voilà, je vous remercie.